Bon, bonjour à tous. Vous attendiez un professeur d'université et je suis seulement un professeur d'université, je suis désolé. Mais bon, ça se reprend. Donc, l'activité que je me propose de vous présenter aujourd'hui s'intitule Utiliser la bande dessinée pour aborder la Première Guerre mondiale en classe de première. Elle prend cadre dans un enseignement qui s'appelle Accompagnement personnalisé. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas ce type d'enseignement, c'est un enseignement donc, de 2 heures que tous les élèves de seconde, de première et de terminale ont dans les lycées. Donc, dans le lycée où je travaille, la première heure de cet accompagnement personnalisé est destinée à approfondir les matières principales, par exemple l'histoire ou l'économie en ES, et je sais pas, maths et physique en S. Et la deuxième heure de cet accompagnement personnalisé est consacrée à l'approfondissement dans une matière ou l'inscription dans une activité qu'on a appelée ouverture culturelle. Donc c'est dans cette deuxième heure que s'inscrit l'activité que je vais vous présenter aujourd'hui. Enfin, je devrais dire c'est inscrit, puisque ce que je vais vous présenter aujourd'hui en fait est en attente de reconduction, puisque comme souvent dans l'éducation nationale, la première année j'ai vu ce qui ne marchait pas, j'ai fait des modifications, la deuxième année je me suis mis au point, et là que maintenant je pense que ça roule, on m'a dit en début d'année qu'il n'y avait plus d'erreur. Donc voilà, j'espère que je vais pouvoir le reconduire les années prochaines. Donc je suis professeur au lycée Cassini de Clermont-de-Loise. Depuis 6 ans maintenant, j'anime dans ce lycée un club BD qu'on a appelé Cassibule, dans lequel j'essaie de faire partager ma passion avec les élèves sur la bande dessinée. J'ai à peu près 30 élèves cette année qui sont inscrits dans ce club. Et ce club a pour but de leur faire comprendre que oui, il existe autre chose à lire que Naruto, One Piece, Death Note, etc. C'est pas forcément plus facile d'ailleurs. J'essaie dans mes cours, dès que je peux, d'utiliser des extraits de bande dessinée, tant pour moi, et je pense que c'est un média une façon d'aborder les questions d'histoire qui leur plaît relativement bien. Et c'est pourquoi M. Leloul m'a demandé d'intervenir, de montrer ce que je fais dans ce domaine-là. D'ailleurs, je le remercie de la confiance qu'il m'accorde. Donc, ce que je vais vous présenter, je vais l'intituler Aborder la Première Guerre mondiale à travers la bande dessinée. C'est un enseignement que j'ai mené pendant 4 semestres avec 58 élèves en tout. Et à chaque fois, c'était des semestres de 13 heures, 13 séances à chaque fois. Donc toutes les couvertures que vous allez voir pendant cette présentation sont les couvertures des ouvrages que j'ai sélectionnés, qui font partie du fonds du CDI ou de mes fonds propres de ma collection. L'organisation, là aussi, en fait, l'objectif de cet enseignement, c'était de favoriser bien sûr l'approche de la Première Guerre mondiale à travers l'utilisation de la bande dessinée. C'est amener donc les élèves à découvrir d'autres titres ou de formes de BD que les élèves n'ont pas forcément l'habitude de consulter. Développer l'analyse de l'image, la consultation d'archives. Et à la fin donc, de ces 13 séances, l'idée c'était de leur faire réaliser des strips, une petite histoire en 3 ou 4 cases qui avait un rapport donc, avec la Première Guerre mondiale. Donc c'est un enseignement qui s'inscrit également au niveau du programme dans le thème 2, en première, qui a pour but d'enseigner la guerre du XXe siècle. Et c'est également un enseignement qui s'inscrit dans une optique d'histoire de l'art. La première séance, je l'ai essayé avec eux de voir un peu leur vécu BD, pour essayer de jauger un petit peu le type de public que j'avais en face de moi, en leur posant des questions du genre combien de bandes dessinées lisez-vous en général, quel type de bande dessinée lisez-vous, qu'est-ce que vous préférez entre manga, BD franco-belge, comics, romans graphiques, est-ce que vous êtes capable de me citer une bande dessinée qui a un rapport avec la Première Guerre mondiale, et pour vous, est-ce que la bande dessinée a un intérêt à être utilisée en classe. Donc je ne pense pas vous surprendre si je vous dis que la majeure partie des élèves que j'avais en face de moi préféraient les mangas. Très peu d'entre eux étaient capables de me citer une bande dessinée qui avait un rapport avec la Première Guerre mondiale. Si c'était peut-être
La guerre des Loups, qui est une bande dessinée qui a un certain succès, notamment aussi dans le public collège, et donc commission première, et certains en avaient déjà consulté. Sur les 58 élèves, seuls 6 d'entre eux ont été capables de citer Tardy, un ouvrage de Tardy, c'était La guerre des tranchées, par exemple. Mais la plupart du temps, quand je me suis renseigné, c'était souvent des élèves qui avaient dans leur famille un parent passionné ou collectionneur de bande dessinée et qui leur avait transmis le virus. Donc la deuxième heure, par contre, avant de commencer ça, le premier écueil de cette intervention, de cette activité, c'était que l'enseignement commence en général fin septembre, début octobre, et à ce moment-là, on n'a pas encore abordé la Première Guerre mondiale en première, et donc du coup, il a fallu s'appuyer sur leurs souvenirs de collège, sur leurs connaissances personnelles, et également les renvoyer à la lecture de leur manuel. Donc c'est à ça que je consacre une grande partie de ma première séance et le début de ma deuxième séance. Deuxième séance donc, qui est également consacrée à une mise au point sur le code de lecture de bande dessinée, sur le vocabulaire BD, et je représente donc la sélection des ouvrages avec lesquels ils vont travailler. À partir de la deuxième heure, j'ai essayé de faire passer, de faire durer les interventions au maximum 40-45 minutes pour essayer de faire en sorte que les élèves puissent avoir un temps de lecture de 15 à 20 minutes à la fin pour pouvoir lire les bandes dessinées, car je n'avais pas spécialement envie qu'ils les empruntent chez eux. Déjà parce qu'il y en avait partie qui était d'une faux propre, bon, j'avais pas trop envie de les voir partir dans la nature. Et en plus, ça me permettait pendant ce temps de lecture, de discuter avec eux, d'échanger, de voir un petit peu comment ils abordaient ces bandes dessinées. Et beaucoup d'entre eux étaient quand même, c'est pas des bandes dessinées qu'ils ont l'habitude de lire, et donc je leur demandais d'attendre de lire au moins une quinzaine de pages avant de décider qu'ils n'aimaient pas cette bande dessinée et de passer à autre chose. Et l'objectif, c'était de leur demander d'en lire au moins 3 dans la sélection d'albums, d'en lire au moins 3 à la fin de ces 13 séances. Un objectif qui a été en général plus que dépassé par mon collègue. Alors, à partir de la troisième séance, l'idée c'était d'essayer de réfléchir sur cette question, est-ce qu'on peut considérer la bande dessinée comme étant un document historique, puisque souvent les élèves considèrent ça comme un document historique, donc l'objectif c'était de les faire réfléchir par rapport à ça. Donc je me suis basé pour cette activité sur hors-série de magazine Beaux-Arts Magazine, qui avait fait paraître un hors-série sur la Grande Guerre en bande dessinée, avec notamment tout un article intitulé Correspondance graphique, qui est donc une réflexion sur le travail de l'utilisation des archives par les auteurs de bande dessinée. Donc je leur fais comprendre que les auteurs de bande dessinée interprètent, manipulent les différentes documentations, proposent un matériau qui leur permet de réaliser ce que l'historien Nicolas Offenstadt appelle la fiction d'archives. Donc ça leur permet aux auteurs de BD de prendre parfois des partis plus audacieux sur ces documentations et d'essayer de faire ressentir un imaginaire aux élèves. J'ai pu aussi, en tant que passionné de bande dessinée, assister souvent à des festivals de bande dessinée, et depuis 3-4 ans, à chaque fois qu'on participe à un festival, notamment là cette année à Amiens, au rendez-vous de la bande dessinée d'Amiens, il y a toujours une conférence là, dans le contexte de la commémoration de la Grande Guerre, une conférence sur le rapport entre la bande dessinée et la Première Guerre mondiale. Et il y a 2 ans, au festival Quai des Bulles, qui est un festival qui a lieu à Saint-Malo, qui a lieu à chaque fois fin octobre. D'ailleurs, là, c'est la semaine prochaine, il me semble. Il y avait plusieurs auteurs de bande dessinée qui y avaient participé, notamment ces 2 auteurs, Maël et Chris, qui sont donc les auteurs, pour ceux qui ne connaissent pas l'album de Notre Mère la Guerre, qui pour moi est un des meilleurs albums à utiliser pour aborder la Première Guerre mondiale à travers la bande dessinée. Justement, je leur ai fait découvrir des citations de ces auteurs pour bien montrer comment les auteurs interprètent une documentation. Donc, je cite, on écrit avant tout une fiction car c'est le véhicule qui embarque le lecteur.
Et donc l'idée c'est que si en créant cette fiction ils peuvent effectivement faire passer des messages pédagogiques ou historiques, c'est tout au bénéfice. Et justement j'ai insisté sur le fait que pour les auteurs ils cherchent une certaine justesse mais pas forcément une exactitude, et j'aurais bien compris que là réside la différence fondamentale avec les historiens, hein, parce que s'ils ont besoin, les auteurs de bande dessinée, de prendre un petit peu de distance par rapport à la réalité, ils n'hésitent pas à partir du moment où il y a quand même une certaine justesse par rapport au contexte. Et donc du coup, c'est pour ça que je leur fais comprendre qu'on ne peut pas considérer une bande dessinée, en tout cas les bandes dessinées contemporaines, comme étant un document historique. Chris a un petit peu plus d'ordre à cette fameuse idée quand il parle de le devenir, donc chuchote à l'oreille des lecteurs. Je trouve que c'est une phrase qui est assez sympathique à étudier. Je leur montre par exemple ces deux images tirées de Notre Dame de la Guerre, et je leur dis qu'aucun des lecteurs finalement n'a le même chemin entre ces deux images, cet espace que l'on trouve donc entre les deux vignettes. Chaque lecteur va avoir son propre chemin. Hein, c'est ce que Chris appelle le constant aller-retour entre l'auteur et le lecteur. Et donc du coup, ça fait la lecture de bande dessinée, ça fait appel à l'intime, ça fait appel à la réflexion personnelle. Et les auteurs, et je partage leurs idées, estiment que la bande dessinée est également un bon moyen pour faire ressortir les douleurs, les horreurs que peuvent ressentir les combattants pendant la Première Guerre mondiale, le deuil que peut ressentir aussi une mère lors de la perte d'un fils, d'un père, d'un chien. Donc voilà, l'idée c'est d'essayer de bien faire comprendre ceci. Ça me permet donc d'utiliser toute une série d'exemples qu'il y a dans ce magazine dont je vous ai parlé. Là, on voit par exemple une photographie de la descente du couple princier lors de l'attentat de Sarajevo. Des images que, d'ailleurs, les élèves se souviennent d'avoir utilisé une de ces images-là en cours au collège, et de voir l'interprétation qu'en fait un auteur de bande dessinée, comme là par exemple dans l'album Thanatos de Didier Conrad de Jean-Luc Delit. Donc je leur prends plusieurs exemples, un petit peu plus tard. Toujours l'attentat de Sarajevo, l'interprétation qu'en fait M. Pecot sur l'album L'Histoire secrète. Et donc je leur montre justement le parti pris, le parti pris que l'auteur fait pour changer par exemple l'angle de vue par rapport à cette image-là, mettre en plus un personnage qui n'apparaît pas sur l'image qu'ils avaient l'habitude de voir. Afin de leur permettre de faire comprendre que les bandes dessinées c'est une interprétation d'un auteur. Après, il y a plusieurs exemples, et justement, comme je leur fais bien comprendre qu'à la fin, ça sera à eux de faire la même chose, je leur montre donc un exemple assez facile à comprendre, l'affiche de mobilisation générale, une photo de la gare de l'Est au moment de la mobilisation, et la mise en commun faite par un auteur de bande dessinée, Alain Boutron et Marc Manès, dans l'album Le Plus Racine, où on voit effectivement l'utilisation de ces deux documents d'archives. Après, pour les élèves, je leur montre aussi que l'utilisation, ça peut être un simple calque, comme là, une photo célèbre, également une photographie prise dans la tranchée de l'Argonne, et le quasi-calque réalisé par l'auteur de bande dessinée, si ce n'est donc la différence de position du blessé dans la tranchée, mais l'utilisation de la couleur, bien sûr, pour faire ressortir encore plus l'aspect horrible de la scène des blessures. Un autre exemple, des fantassins français équipés de masques à gaz rudimentaires. Là aussi, c'est une photographie qui fait partie du manuel qu'on utilise en classe, mais qu'ils avaient déjà aussi utilisé au collège. Et la quasi-même image dans l'album de Michel Pierret et Francis Carin, Les Diables Bleus. Et donc, l'idée, j'ai beaucoup insisté sur ces deux images. Effectivement, les élèves comprennent bien à quoi ressemble une tranchée pendant la Première Guerre mondiale. On le voit que ce soit avec l'image ou avec la vignette de bande dessinée ou avec la photo. Mais le document historique, c'est bien évidemment celui-ci, puisque là, on n'a pas effectivement exactement la même image. On peut également, ça m'a permis également d'aborder
des comparaisons avec des ouvrages d'art, hein, comme par exemple ce célèbre tableau hein, qui traite donc de ces victimes des attaques au gaz, et de voir comment un auteur de bande dessinée pouvait de la même manière hein, essayer de s'inspirer des deux, de la photographie et le tableau. Parfois même, comme ici dans l'album de Les Sentinelles de Xavier Dorson, on a carrément la bande dessinée qui est intégrée à l'intérieur de l'archive. Donc ça permet de faire ressortir encore plus le côté légitimité donc, de l'œuvre de l'auteur de bande dessinée. À partir de la séance numéro 4, l'idée c'était de faire une comparaison entre les bandes dessinées contemporaines au conflit et celles de nos jours. Et pour cela, je me suis beaucoup appuyé sur cet ouvrage donc, de M. Luc Revillon, par nos éditions donc, de Beaux-Arts Éditions et du Musée de l'Avant-Guerre, coédité par le Musée de l'Avant-Guerre Beaux-Arts Éditions. Donc là, je ne saurais trop vous conseiller, pour ceux qui ont envie de s'intéresser à cette question, hein, d'utiliser cet ouvrage que j'ai trouvé tout à fait passionnant, hein, puisqu'il j'ai vraiment beaucoup puisé à l'intérieur de cet ouvrage. Alors, par exemple, c'est dans cet ouvrage que j'ai puisé ces citations. Par exemple, depuis 10 ans, ce sont près de 200 albums qui abordent la Première Guerre mondiale, hein, qui ont été publiés, ce qui témoigne effectivement de l'intérêt des maisons d'édition dans un contexte de commémoration de la Grande Guerre. Mais par exemple, hein, ces 200 albums correspondent à 60% de la production globale de l'ensemble des albums qui ont abordé la Première Guerre mondiale depuis 1914. Hein, donc je leur montre ainsi aux élèves qu'on a là vraiment un sujet qui en ce moment est particulièrement à la mode. Ça me permet d'aborder la question de la culture de guerre avec eux dans un contexte de guerre totale. Ça me permet également de leur faire comprendre, hein, et puis aussi de leur apprendre pour certains que la bande dessinée existait déjà à l'époque de la Première Guerre mondiale, sauf qu'on n'appelait pas ça des bandes dessinées, mais on appelait ça plutôt des illustrés. Je leur explique aussi qu'à l'époque, les illustrés souffraient d'un certain dénigrement hein, de la part des enseignants et de la part des parents. Si tant est que ça a beaucoup changé d'ailleurs depuis. Enfin bon, quand même, parmi nous, il y en a qui effectivement pensent bien que la bande dessinée n'est pas dénigrée. Et donc là, je prends l'exemple de la semaine de Suzette, qui était donc un illustré qu'on va réutiliser par la suite. Et je leur fais comprendre, par exemple, qu'avant la Première Guerre mondiale, cet illustré paraissait à 70 000 exemplaires hebdomadaires, et après la Première Guerre mondiale, le nombre d'exemplaires est passé à 170 000. Donc, voyant ainsi que la Première Guerre mondiale contribuait effectivement à redorer le blason donc, des illustrés, qui étaient quand même assez nombreux à l'époque, hein, puisque pendant la guerre, plus d'une quinzaine d'illustrés existaient, qui avaient été créés avant ou pendant la guerre. Donc je leur montre des exemples. Hein, la jeunesse illustrée qui commence à partir en 1903, la semaine de Suzette en 1905, les papas en 1908, et donc deux exemples d'illustrés qui ont commencé à apparaître pendant la Première Guerre mondiale. Donc mon objectif c'est de leur faire comprendre aussi l'utilisation de ces illustrés dans un contexte de guerre totale. Je leur ai fait distribuer plusieurs exemples de pages que j'ai fait photocopier, et ils avaient pour but d'essayer de faire ressortir des thèmes récurrents. Donc bien évidemment, pendant la Première Guerre mondiale, le thème récurrent logique, hein, c'est la guerre qui est la thématique privilégiée. La plupart des récits vantent l'héroïsme, la loyauté des combattants français, mais aussi de leurs alliés, tant russes que britanniques. Le courage est également le fait des civils, des femmes et des enfants compris. Hein, donc à chaque fois, les élèves ont la plupart du temps quand même perçu hein, ces différents aspects quand je leur ai montré des exemples. Et à partir de 1916, quand je montrais des exemples un peu plus lointains par rapport au début de la Première Guerre mondiale, on s'aperçoit que finalement les récits changent et sont plus exclusivement destinés à raconter des faits de guerre. Donc ça permet d'aborder la notion de lassitude qui commence à s'installer et donc de préfigurer les épisodes de mutinerie pour la suite. Ça me permet également, en ce qui concerne ma génération, qui est aussi
la voie pour beaucoup d'entre vous, d'aborder ces deux personnages qui pour moi étaient des personnages connus. Et alors là, ça fait une belle claque, parce que les élèves Pierre-Niclé et Bécassine, probablement, ils ont entendu parler d'une chanson qui parlait de cousine. Et bon, c'est moi, que ce soit des personnages récurrents dans une bande dessinée, ça, ils n'en avaient pas du tout conscience. Donc je leur explique que les Pierre-Niclé et Bécassine, c'est peut-être les premiers, ça fait partie des premiers personnages récurrents de la bande dessinée française. Que les Pierre-Niclé sont des personnages qui sont publiés dans la revue L'Épatant, qui était plutôt destiné à un lectorat masculin. Et que ces Pierre-Niclé donc vivent leur exploit en partie sur le front, alors que Bécassine paraissait donc dans un illustré la semaine de Sudette, qui était plutôt donc un illustré destiné à un public féminin et qui reflète surtout donc l'effort de l'arrière. Et donc là, c'est pas béni pour leur faire comprendre justement que ces illustrés contribuent à véhiculer le rôle sexuel des tâches, notamment de l'époque. Les garçons sont soldats et les filles sont infirmières ou couturières. Donc, à la porte de la première guerre mondiale, bien sûr. Et donc, j'ai trouvé que c'était un exemple assez efficace. Bien évidemment, ça permettait d'insister sur cette notion d'engagement de la jeunesse, puisque la guerre venait les prendre dans leur activité quotidienne, leur activité personnelle. Ils étaient ainsi dans un contexte de guerrier alors qu'ils étaient en train de lire des illustrés. Je leur ai expliqué aussi en leur montrant des exemples qu'il existait aussi des jouets à cette époque qui avaient une thématique guerrière. Et également que certains classiques étaient revisités, par exemple la célèbre histoire du chaperon rouge ou le loup, le loup Boche, dans ce classique, le chaperon rouge et le loup Boche. Maintenant, comme dit Stéphane Audran-Rousseau, l'histoire culturelle est assez efficace pour expliquer les moyens qu'on utilisait pour faire passer la culture de guerre. Par contre, on ne sait pas véritablement si ça a eu un impact réel. C'est difficile donc de mesurer l'impact réel que ça pouvait avoir sur les jeunes esprits. Donc ensuite, ça m'a permis donc, de faire une comparaison entre les illustrés au regard des BD actuels. Du coup, on voit que le thème récurrent entre 1914 et 1918, bien sûr, c'est le courage des enfants, c'est la guerre. Alors que dans les bandes dessinées depuis une quarantaine d'années, c'est très très rare de voir des enfants mis en scène, si ce n'est bien évidemment l'exemple assez singulier de la guerre des Lulu, où là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire de 4 jeunes enfants qui se retrouvent perdus en plein milieu de la guerre, parce qu'ils ont fait des fugues et quand ils reviennent, il n'y a plus personne. Donc ça fait assez exception à la règle. On s'aperçoit également que dans les illustrés, ce qui est mis en avant, c'est l'enthousiasme du combattant. À chaque fois, on a vraiment des héros, alors que dans les bandes dessinées actuelles, ce qui est sans faire forcément donc, du combattant à lâche, ce qui ressort, c'est la lassitude, la volonté d'échapper le plus possible au combat, le pessimisme, le refus. Et donc on a effectivement cette question de l'héroïsme qui est un sentiment donc, assez fluctuant à travers les âges, puisqu'il était bien évidemment hors de question de faire ressentir la peur des combattants dans les illustrés de l'époque. En fait, je leur fais comprendre aussi que tout thème récurrent depuis les années 70, c'est surtout donc, les traumatismes physiques, psychologiques d'après-guerre que ressentaient les combattants. Et là, bien sûr, cet album qui fait partie de la sélection, Nuit tranchée, on fait effectivement son thème principal. Également, on fait ressortir aussi que depuis un demi-siècle, on construit l'Europe. Et donc du coup, alors que dans les illustrés, l'allemand c'est la bête, c'est l'ennemi irréconciliable. Dans les bandes dessinées modernes, finalement, l'allemand, on hésite un petit peu à le montrer pour éviter de cristalliser l'ennemi. Et même parfois, quand on l'utilise, il est même utilisé en tant qu'arme potentielle, comme encore par exemple l'exemple de la guerre des Lulu, où les jeunes enfants se lient d'amitié avec un soldat allemand en dessous. Bien évidemment,
difficile d'aborder la Première Guerre mondiale à travers la bande dessinée sans s'arrêter sur le mort de Tardy. Donc là, je me suis beaucoup appuyé sur cet ouvrage paru aux éditions du CRDP de Poitou-Charentes, dans la collection La Petite Casa de Place, Enseigner la souffrance de la mort, avec C'était la guerre des tranchées de Tardy. Donc je ne pense pas qu'il soit utile de présenter Tardy, donc un auteur qui a été particulièrement impressionné par les récits de son grand-père. À l'âge de 9 ans, il entendait son grand-père lui raconter comment les combattants pouvaient, après une blessure, porter les tripes dans ses mains. Donc je me suis toujours dit qu'à 9 ans, s'il avait entendu mon grand-père me raconter ça, je pense un petit peu quand même impressionné. Et ça a impressionné aussi les élèves quand je leur racontais cette anecdote. Donc c'est un auteur avec un engagement politique affirmé. Pour lui, la guerre est faite par les puissants au service des financiers. Donc il va être particulièrement pointilleux sur le moindre détail. C'est un auteur qui est particulièrement pointilleux sur le moindre détail. Pour lui, c'était la seule façon de rendre hommage aux combattants. Du coup, ça m'a permis de leur faire prendre conscience d'une chose. Beaucoup d'élèves avaient été incapables de me citer, enfin beaucoup d'élèves, je vous ai dit, sur 58, 6 élèves avaient été capables seulement de me citer un ouvrage de Tardy. Pourtant, quand j'ai utilisé plusieurs exemples tirés de cet ouvrage, ils m'ont dit « Ah mais oui, on se souvient, avec mon professeur de collège, on avait utilisé cette image-là, vous me montrez monsieur, etc. » Et donc je leur ai fait comprendre que finalement, l'œuvre de Tardy a cela d'intéressant, puisqu'il contribue finalement à s'approprier la mémoire de cette Première Guerre mondiale à travers ces lectures. Et effectivement, on est nombreux, je pense, à avoir en tête une grande partie de ces images comme première approche de la Première Guerre mondiale. Enfin, pour ceux qui ont lu beaucoup de bandes dessinées. Du coup, je leur ai fait comprendre que pendant beaucoup d'années, des années 1980 à 1990, plus personne dans le milieu de la bande dessinée n'osait s'attaquer au parangon, j'ai lu ça quelque part par Tardy, le parangon de la Première Guerre mondiale à travers la bande dessinée. Donc il a fallu que je reste le parangon à ce moment-là, pour moi. Et donc du coup, l'idée c'était de voir comment les auteurs de bande dessinée dans ces époques-là ont essayé d'aborder la Première Guerre mondiale à travers une autre approche, notamment l'onirisme. Et donc là, dans la sélection d'albums que je leur proposais, il y avait cet album donc, de Meunier Arsenet, La ligne de front, et l'album donc le Roi cassé de Dumontel. À partir de la 5e séance, j'ai utilisé beaucoup cet album Cicatrice de guerre, qui est paru aux éditions La Gouttière, et notamment une nouvelle, donc l'exemple, qui traite de la question des mutineries. Mais là, pour essayer de ne pas trop prendre de temps, je vous renvoie à la lecture de l'article que nous avons co-rédigé avec Madame Emmanuelle Bémaille, donc enseignante aussi au lycée Cassini, qui a fait une intervention après. Donc on a le travail sur cette nouvelle fait partie de l'article que nous avons publié ensemble. Donc l'idée c'était de leur faire une sorte de fiche de lecture, donc j'avais pris des exemples de vignettes pour faire ressentir des questions spécifiques. Et donc les élèves essayaient donc de montrer les procédures mises en scène pour faire ressortir l'horreur subie par les combattants. Là, c'est 4 vignettes en haut. Et des allusions au chemin des dames comme cause, parmi des causes des mouvements de mutinerie. Puisque pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un peloton d'exécution de quelqu'un qui a refusé d'aller au combat. Bon là, c'est un élève qui a été particulièrement inspiré. Je ne cache pas que toutes mes fiches n'ont pas été autant remplies. Donc à partir de séances 6 et 7, c'est les consultations d'archives au CDI, donc la consultation d'archives numériques, d'archives papier. Archives papier que l'on trouve donc dans les étagères que vous voyez au fond de cette photo là, où il y a beaucoup d'ouvrages qui montrent beaucoup de documentation, d'iconographie sur la Première Guerre mondiale. Et l'objectif, donc, c'était de faire comprendre que les objets historiques et les documents d'archives sont des sources de documentation et d'iconographie pour les scénaristes et les dessinateurs. Et l'idée, c'était qu'ils allaient, bien sûr, devoir se mettre à la place
d'un dessinateur à la place d'un scénariste qui a une idée. Donc il devait déjà premièrement avoir une idée, qu'est-ce qu'il voulait raconter, hein, une petite histoire très courte sur la Première Guerre mondiale, et se mettre donc à la place d'un auteur de BD qui était en quête d'iconographie. Donc si je peux le reconduire, je pense que je vais essayer de mettre en place aussi ces activités carrément aux archives départementales de l'Oise, puisque ça va, cette activité-là, ça permettrait effectivement d'utiliser cet espace. Donc au début, ils cherchent, vous savez bien, pour ceux d'entre vous qui sont enseignants, ils cherchent un peu n'importe où, Wikipédia et tout, bref. Et donc du coup, je les très rapidement, je les guide sur ces trois sites. Donc le site du Centenaire, bien sûr, pour trouver de la documentation, le site de la Bibliothèque nationale de France, et le site donc, des archives du ministère de la Guerre, hein, sur les productions audiovisuelles, donc les PAG, l'América et Centenaire, où ils ont donc là vraiment la possibilité de puiser à l'intérieur énormément d'iconographie. Bien évidemment, tous les élèves n'étaient pas forcément doués avec un crayon. Donc pour ceux qui n'avaient pas envie de se mesurer à la production graphique, ils avaient la possibilité de réaliser soit un roman photo, une sorte de strip photo plutôt, hein, c'est-à-dire d'utiliser directement un peu à l'exemple de ce que je vais montrer tout à l'heure de cette Borisson, d'utiliser l'archive comme matière pour pouvoir raconter leur histoire. Ou alors, ils pouvaient aussi me faire une fiche de lecture sur une bande dessinée qu'ils avaient particulièrement appréciée pendant la lecture sur les 13 séances. Donc là, je vais vous montrer plusieurs exemples. Hein, donc, sur 58, j'ai eu en tout une quarantaine de productions. Là, je vais vous montrer le premier exemple d'un élève, Théo, qui voulait faire un strip sur l'utilisation de l'armement moderne. Donc, il a puisé dans les documentations ces 3 images d'archives. Et il a fait donc ce strip sur l'utilisation des conséquences d'un armement moderne. Donc on voit déjà quelqu'un quand même qui est assez à l'aise avec un crayon, et là j'étais quand même assez content de voir la remobilisation de ce que j'aurais montré, puisque finalement quand on fait l'aller-retour entre ce qu'il en fait donc en bande dessinée et les archives, enfin les images, je trouve qu'il avait bien compris cette notion donc, de manipulation et d'interprétation d'une documentation pour réaliser ce strip. Un autre strip sur l'engagement des femmes dans la Grande Guerre. Donc cet élève a quasiment fait un calque. Là on a quasiment les 3 images qu'il avait pu puiser dans le site de l'ECPAD sur l'engagement des femmes dans la Grande Guerre. Mon petit préféré, Alice, qui a fait un strip sur la souffrance des combattants et un jeu de mots sur l'expression de la terre des terres, puisqu'il s'agit d'un combattant qui souffre et qui demande à la sœur par pitié, dites-moi que c'est la dernière des terres. Donc on voit bien sûr son joli coup de crayon, on dit la trafic d'un elle, et puis vous dire que c'était un membre de l'OPD Cassibule qui a beaucoup produit, et qui d'ailleurs maintenant a eu son bac l'année dernière, Alice, et qui se retrouve dans une école d'art graphique à Paris-Galbrac. J'espère pouvoir venir lui demander une dédicace un jour. J'espère bien. Alors, ce serait vous mentir que si je vous disais que toutes les strips que j'ai eus étaient de cette même qualité, puisque parfois ça donnait plutôt ça. Bon, voilà. Donc, au moins, cet élève a essayé. Par contre, il n'a pas du tout, effectivement, répondu à ce que je lui avais demandé d'utiliser des archives. Simplement, l'image centrale, c'est une caricature qu'il avait trouvée où il y avait donc un casque allemand en dessous, qui était posé sur des crânes. Donc, il a inventé cette histoire. Bon, l'histoire reste. Bon, bref, on va passer. Donc les élèves qui ne voulaient pas faire un strip dessiné pouvaient donc utiliser un logiciel, en l'occurrence Publisher, pour réaliser donc un photomontage, où on a là donc un photomontage sur le poids de l'artillerie dans la Grande Guerre. Il a fait un travail aussi pour faire encore plus ressortir l'aspect vidéo, puisqu'il a, avec les filtres, il a fait vraiment bien ressortir cette idée-là. Donc, il a produit ce strip. Jérémy, donc il y a un photomontage sur l'horreur des combats, où on voit des gens partir, des soldats partir au combat, et avec la dernière image qui
assez trash, hein, où le reste des combattants. Un exemple là aussi hein, sur les fratries, les amitiés qui sont touchées pendant la Première Guerre mondiale. Bon, je vous fais juste remarquer que, mais bon, il était trop tard, c'était à la fin, puisque je vous rappelle que les deux dernières séances, avaient pour but de les faire partager, leur montrer, de les présenter à chaque fois au reste du groupe hein, ce qu'ils avaient fait. Et donc là, ce sont là des soldats français, et là, ils ne sont pas que ce soit des soldats français. Là. Bon, voilà. Donc ensuite, dernier exemple, Caroline, qui a fait donc, une réflexion sur le retour des combattants. Et donc on voit vraiment là c'est une fille qui lisait beaucoup dans le monde cinéma, on voit effectivement quand elles sont à l'aise, hein, avec donc, en trois classes très très efficaces. La première classe qui raconte donc l'histoire d'un jeune soldat qui part à la guerre et qui dit au revoir à sa mère. Donc dans l'image centrale, ils disent qu'ils sont impatients de revoir leur famille. Et dans la dernière image, pour cela, il aurait fallu que je garde mes yeux fichus gaz. Donc j'ai trouvé que la chute était assez sympathique. Voilà. Donc c'est l'heure du bilan. Parmi les ouvrages aussi, je ne vous ai pas présenté, il y a celui-ci, hein, qui est donc une sorte de catalogue, puisqu'il s'intitule La Grande Guerre dans la bande dessinée de 1914 à aujourd'hui. C'est une sorte de catalogue de l'exposition que l'historien de Perron avait réalisé il y a quelques années sur l'utilisation de la bande dessinée pour étudier la Première Guerre mondiale. Donc, en bilan, je pourrais dire que j'ai eu en face devant moi des élèves, pour la plupart d'entre eux, motivés du début jusqu'à la fin. Ce qui n'était pas gagné parce que la deuxième année, cette heure avait eu lieu le mardi de 16h30 à 17h30. Donc pour tous mes collègues enseignants, vous savez bien qu'un enseignement qui n'est pas évalué de 16h30 à 17h30, c'est assez difficile parfois donc de les motiver jusqu'au bout. Véritablement, hein, beaucoup d'entre eux ont été en général contents de découvrir des bandes dessinées qu'ils n'auraient sans doute pas consultées tout seuls pour beaucoup d'entre eux. Mathéo, par exemple, de Gibra a eu un certain succès. Notre mère la guerre aussi a eu un certain succès. Les albums de Tardy, par contre, souvent, les élèves de maintenant sont un peu rebutés par l'emploi du noir et blanc, notamment, hein, pour la guerre des tranchées. Et là, ils se retrouvent un petit peu sans voix quand je leur fais remarquer que vous me dites que c'est le noir et blanc qui vous rebute, mais pour le manga, ils sont en noir et blanc aussi. Donc voilà, ça, ils ont du mal à m'expliquer pourquoi, mais effectivement, c'est ce qui ressort donc, des discussions hein, qui sont surtout dans la 12e et la 13e séance, hein, sur ce qu'ils ont aimé pendant ces activités et ce qu'ils n'ont pas aimé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, bon, même si je vous ai montré quand même ce qui ressort le mieux, à part un exemplaire, c'est des productions souvent de bonne qualité. Et puis les élèves ont été assez contents, et certains, notamment l'exemple de celui qui a fait un strip sur l'engagement des femmes dans la bande dessinée, c'est quelqu'un qui me disait qu'il ne savait pas lire. Or, c'est quand même ça n'a pas été signé. Donc, c'est quand même une production que j'ai trouvée assez intéressante. Alors, en tant qu'enseignant, j'avais donc en face de moi des élèves qui venaient de toutes les classes de première générale du lycée, première ES, première S et première L. Et parmi ces élèves, il y avait des élèves que j'avais moi aussi en cours. J'ai une classe de première S au lycée où je travaille. Et ça m'a permis effectivement de constater parmi les élèves qui avaient choisi donc, cet enseignement et que je retrouvais après en classe. Et au moment où j'ai fait donc, le cours sur la guerre au XXe siècle, certains n'hésitaient pas à remobiliser soit à l'oral quand je posais des questions, soit pendant les contrôles, hein, ce qu'ils avaient retenu hein, donc, de cet enseignement, notamment l'utilisation des illustrés dans la culture de guerre. C'était des élèves qui étaient capables de citer beaucoup plus d'exemples que d'autres par exemple. Et puis pour terminer, dans le bilan, un enseignant heureux de partager sa passion, enfin deux de ses passions, la bande dessinée et l'histoire, avec ses élèves, et impatient de pouvoir le refaire peut-être
À l'année prochaine.